Alors, la tâche qui m'incombe est évidemment extrêmement impressionnante. Les notions et le domaine d'étude des mémoires par les SHS, SHS Sciences Humaines et Sociales, depuis maintenant une quarantaine d'années. C'est un panorama très grand. Oui, donc je vais quand même essayer de vous donner quelques repères, j'espère. Donc depuis effectivement une quarantaine d'années, les SHS se sont penchés de manière très très active sur ces mémoires, comprises comme un phénomène social, économique, culturel. Et on retient en général souvent un moment fondateur qui serait la publication par Pierre Nora d'un ouvrage collectif de 9 volumes qui s'appelle les lieux de mémoire, dont vous avez certainement entendu parler, dont le premier volume a été publié en 1985 et le dernier en 92. On est donc à la fin des années 80 et cette œuvre a eu un impact important, de sorte que l'expression lieu de mémoire est entrée dans le langage commun et a été abondamment reprise, d'ailleurs au risque souvent de contresens sur ce que Pierre Nora entendait par cette expression, et je vais vous en parler. C'est aussi une expression, lieu de mémoire, qui a connu un succès international considérable, et il y a eu de multiples tentatives de construire des œuvres similaires en Italie, en Allemagne, en Espagne notamment, avec le problème que j'évoquerai très rapidement de l'exportation, l'exportabilité de cette notion à d'autres contextes que le contexte français. Tout ça pour vous dire que, vous voyez, à la fin des années 80, il semblerait que ce sont un peu les historiens qui prennent l'initiative d'ouvrir ce champ de recherche. Nous verrons que cette impression est très largement fausse, mais en tout cas, les historiens semblent être un petit peu au devant de la scène, et les débats qui animent les historiens de cette époque sont des débats qui vont structurer très longtemps les débats des SHS en cette matière, et c'est pour ça que je vais commencer par là. Il pose donc un petit peu les termes du débat, et nous verrons que aujourd'hui, évidemment, cette question a un peu perdu de son relief, et que l'intérêt des SHS pour la mémoire n'a pas faibli, mais il a beaucoup évolué, et il n'est plus du tout posé aujourd'hui comme il était posé dans les années 80 naturellement. Donc quel est l'apport des SHS depuis une quarantaine d'années? Alors la première chose que je voudrais souligner dans une première partie, c'est donc revenir sur ce moment, qu'on pourrait appeler le moment Nora, disons, des années 80 et début 90. Quel était l'objectif de Pierre Nora dans cette œuvre collective qui réunit à peu près 300 chercheurs? C'était de dresser une sorte d'archéologie du sentiment républicain dans un premier volume, puis ensuite de se pencher sur l'archéologie du sentiment national français. Donc il était dans une perspective tout à fait constructiviste, où il cherchait à établir en quelque sorte le catalogue des lieux qui étaient les ateliers de fabrication de l'identité française, identité républicaine et identité française. Donc de ces lieux qui auraient été un petit peu les creusets de l'identité nationale, et c'est là où il forge cette expression des lieux de mémoire, compris véritablement comme ces ateliers où se forge l'identité collective. Ces lieux de mémoire sont extrêmement variés dans l'œuvre de Pierre Nora. Bien entendu, ce peuvent être des lieux physiques, comme, je ne sais pas moi, le Panthéon, par exemple, Notre-Dame de Paris. Ce peut être des lieux immatériels, comme des symboles, des drapeaux, des hymnes, des choses comme cela. Ce peut être aussi des personnages publics, car chaque personnage public a à la fois une vie réelle, mais il est aussi un lieu de mémoire. Charles de Gaulle, par exemple, Jeanne d'Arc, il y a le personnage réel, et puis il y a Charles de Gaulle, lieu de mémoire, qui n'est pas exactement la même chose naturellement. Ce peut être aussi des paysages, des lieux de nature. Donc une vision extrêmement large de cette notion qui n'est pas véritablement nécessairement territorialisée. Immense variété, un petit peu extensible à l'infini, que ces lieux, qui sont donc censés être les ateliers où se forgent les identités nationales, les moteurs de la construction de l'identité collective, et qui offrent à l'ensemble de la collectivité des repères dans le passé. Alors, si on réfléchit un petit peu à cette entreprise de Nora, on s'aperçoit qu'en fait, sa compréhension de la mémoire est très très singulière, très particulière, puisqu'en fait, il imagine, et il comprend, il conçoit la mémoire comme véritablement une véritable instrumentalisation du passé,
un usage politique du passé qui a pour objectif de légitimer les pouvoirs en place dans le présent. Donc la mémoire chez Pierre Nora est conçue comme finalement un lieu d'élaboration de mythes, soupçonné très fortement par les historiens d'être mensonger, et que les historiens vont s'employer à démonter, en quelque sorte. Cette mémoire entendue comme instrumentalisation du passé, elle s'oppose dans la pensée de Pierre Nora à l'histoire en tant que discipline de connaissance critique du passé fondée sur une méthode scientifique. Donc très fortement cette opposition histoire-mémoire qui recouvre globalement une opposition entre vérité et mensonge, pour dire les choses assez rapidement. D'où les dénonciations régulières à cette époque des abus de la mémoire. Ça fait référence à un livre de Todorov que vous connaissez sans doute. Alors cette franche opposition entre histoire et mémoire fonde d'ailleurs la possibilité d'une histoire de la mémoire, puisque si mémoire et histoire sont bien séparés, du coup l'histoire peut s'emparer de la mémoire comme un objet d'étude de plus. La mémoire est donc réduite en quelque sorte à un objet d'étude historique chez Pierre Nora. Alors c'est une œuvre très très importante qui va évidemment marquer son temps. En particulier, je crois qu'il y a deux apports fondamentaux. Le premier, c'est que la mémoire y est conçue et s'explique, et ça Pierre Nora le dit fortement, par le présent et par les circonstances du présent, et non pas par le passé. C'est un petit peu contre-intuitif, mais enfin Pierre Nora disait, si vous voulez comprendre pourquoi il y a des statues à Jeanne d'Arc, c'est pas la peine de chercher dans la vie de Jeanne d'Arc, vous n'y trouverez rien. Par contre, il faut comprendre pourquoi dans les années 20 et 30, dans le présent de la France de l'entre-deux-guerres, il y a cette passion pour Jeanne d'Arc. Mais il ne sert à rien d'étudier la vie de Jeanne d'Arc, c'est pas ça qui vous donnera la réponse à la question de sa mémorialisation. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Et puis un autre point qui me semble très important dans cette œuvre, c'est aussi d'avancer l'idée de la très forte conflictualité des mémoires. Et ça, c'est quelque chose qui ressort très fortement des lieux de mémoire. La mémoire est par essence politique, naturellement, et elle est par essence conflictuelle, extraordinairement conflictuelle, même si elle se présente aux yeux de tous comme étant un discours de consensus et un discours de consensus, d'accord. Mais en vérité, elle est extraordinairement conflictuelle. Il y a des conflits de mémoire extrêmement difficiles, extrêmement durs, pour définir ce qu'est le passé de la communauté nationale. C'est évidemment un objet de conflit. Alors, cette œuvre des lieux de mémoire, elle a ses limites aujourd'hui. On en est bien conscient. C'est l'œuvre d'une époque, fin des années 80, début 90, et elle a été l'objet évidemment de nombreuses critiques qui sont tout à fait légitimes. Il y en a plusieurs, je ne vais peut-être pas trop m'étendre. Je crois que la critique la plus forte et qui me semble importante, c'est que c'est une perspective très, très politique et culturelle, mais qui ignore totalement d'envisager la mémoire sous un angle de l'histoire sociale. Ça, je crois que ça, je vais évidemment y revenir. Ça, c'est un des premiers grands reproches qu'on pourrait faire finalement à cette. Il n'y a pas véritablement d'études d'histoire sociale dans les lieux de mémoire. C'est vraiment de l'histoire politique et de l'histoire culturelle. Une deuxième critique que l'on pourrait faire, c'est que c'est une œuvre très franco-française et qu'elle a beaucoup de difficultés à s'exporter. Alors, moi, par exemple, pour le cas de l'Espagne, j'ai essayé, avec plus ou moins de bonheur. L'exportabilité de cette notion, qui a été traduite en espagnol, en anglais, en italien, etc., est tout à fait difficile et tout à fait problématique. Donc, une expression à usage franco-français, et en plus une expression, et aussi une œuvre, c'est peut-être une troisième critique qu'on pourrait faire, qui ignore des pans entiers de la mémoire nationale et de la construction de la mémoire nationale. Par exemple, il n'y a pratiquement rien sur la mémoire des femmes dans l'œuvre de Pierre Nora, il n'y a absolument rien sur la colonisation, ce qui est quand même hallucinant, mais dans les années 80, c'est un impensé de la construction, pratiquement rien sur la guerre d'Algérie, par exemple. Enfin, bon, des choses quand même qui sont aujourd'hui extrêmement étonnantes. Et puis de manière générale, parce que c'est un truc très franco-français, il y a une surévaluation du poids de l'État comme moteur de la construction des mémoires nationales.
et une sous-évaluation de tout ce qui pourrait être les courants de contestation du roman national. Et ça, c'est un travers très, très, très français, précisément. Cette œuvre a suscité dans les années 90 de grands débats et un certain nombre de polémiques. Alors, la polémique, elle naît au courant des années 90 et un débat scientifique qui se cristallise en vérité autour de qu'est-ce que la mémoire. Et la manière dont Pierre Nora conçoit la mémoire va être beaucoup discutée. Et elle va être en particulier discutée par un historien que vous connaissez tous. Alors, il y en a bien d'autres, mais je vais le choisir comme porte-drapeau, qui est Henri Rousseau, et qui écrit au début des années 90 un livre célèbre qui s'appelle « Le syndrome de Vichy », en 92, très exactement, où il analyse l'histoire des mémoires de la Seconde Guerre mondiale en France de 1945 aux années 90. Alors, le titre « Syndrome de Vichy » renvoie à une conception évidemment très différente de la mémoire, qui résulterait dans ce cas, dans le cas de Rousseau, qui résulterait donc d'un traumatisme passablement refoulé. Entre parenthèses, on peut avoir évidemment des doutes sur l'usage de ce vocabulaire psychanalytique, mais enfin, je ferme la parenthèse. Donc, la mémoire résulterait dans ce cas d'un traumatisme passablement refoulé qui ressurgirait dans la société française à partir des années 70-80, à l'occasion d'un débat public sur la responsabilité de l'État français dans la déportation. Alors, cette œuvre de Rousseau et de celle de tous les historiens de la Seconde Guerre mondiale est très illustratif d'une nouvelle préoccupation qui surgit à cette époque pour les mémoires des événements traumatiques, des événements historiques traumatiques, et d'une très forte sensibilité à la parole des victimes. Il s'inscrit donc dans un contexte général qui est celui des grands procès, que vous connaissez bien en France, qui se déroulent dans les années 80 et 90, et des polémiques intenses qui traversent à cette époque l'opinion publique française sur le problème de la reconnaissance de la responsabilité de l'État français dans la déportation. Il s'inscrit aussi dans le contexte de la montée en puissance de cette fameuse expression, le devoir de mémoire, dont Sébastien Ledoux a décrit l'histoire, et auquel, à cette époque, les historiens répondent sans grande distance. Et il s'inscrit enfin aussi dans le contexte du fleurissement de très nombreuses institutions de mémoire en France dans les années 90, comme le sont par exemple le Centre de la mémoire de Radour ou évidemment la Maison d'Isieux, mais bien d'autres encore. On peut parler de l'Historial de Péronne, du Mémorial de Caen, du Camp des Milles et de beaucoup d'autres institutions mémorielles qui naissent dans les années 90. Donc un débat qui s'engage là et qu'une sociologue qui s'appelle Marie-Claire Lavabre a très bien résumé dans un article lumineux des années de 1992 qui résume parfaitement le débat entre Pierre Nora d'un côté et Henri Rousseau de l'autre, en montrant que chacun se réfère à des conceptions tout à fait différentes de la mémoire. Donc du côté de Pierre Nora, on aurait donc une mémoire qui se fabrique dans le présent, où dans le présent, on va choisir, un peu faire ses courses dans le passé et choisir les événements pour raconter le passé, et lesquels événements vont construire un récit qui légitime le présent. Donc Marie-Claire Lavabre nous dit que cette conception est la conception d'une mémoire choix, c'est-à-dire dans le présent, on fait le choix d'un certain nombre d'événements du passé, on en oublie certains, on en met en valeur d'autres, et on construit un récit de ce type. C'est une mémoire qui est finalement une mémoire rétrospective de rétroprojection du présent sur son passé. Alors que pour Henri Rousseau, Marie-Claire Lavabre nous dit que c'est une mémoire poids, c'est l'inverse, c'est-à-dire que c'est le poids du traumatisme du passé qui pèse sur le présent. C'est exactement le mouvement inverse. L'un, c'est une rétroprojection du présent vers le passé, la mémoire poids, c'est le poids du passé sur le présent. Ce sont donc deux conceptions complètement différentes de la mémoire, et Marie-Claire Lavabre nous explique qu'on ne peut pas faire le choix entre ces deux conceptions de la mémoire. Elles sont toutes les deux vraies. Elles sont toutes les deux vraies. Mais elles sont relativement incompatibles. Elles sont difficiles à penser ensemble. Et pourtant, elles existent ensemble.
C'est un petit peu comme les théories de la lumière. Soit vous décidez, les physiciens, la lumière c'est soit un flux de protons, soit une onde. Les deux théories sont tout à fait exactes, mais il est impossible de les penser ensemble. Et Marie-Claire Lavabre, dans cet article très lumineux, nous explique précisément que l'une des grandes affaires des sciences humaines et sociales dans les années à venir, on est en 92, ce sera de penser précisément le problème de l'articulation entre une mémoire choix et une mémoire poids. C'est effectivement ce qui s'est passé. C'est le grand enjeu des sciences humaines et sociales à partir des années 90. Deuxième moment, après le moment Nora, et là je me réfère plutôt aux années fin 90-2000, deuxième moment de l'évolution de la conception de la mémoire dans les sciences humaines et sociales, et ce moment je l'ai appelé le moment Halbwachs. Bon. Effectivement, dans les années 90-2000, on voit une double évolution dans la manière dont les SHS comprennent les sujets touchant à la mémoire, qui va donc changer profondément la manière d'aborder cette problématique. Première évolution, l'importance de tous les travaux qui traitent des mémoires traumatiques. Ça, c'est extrêmement important. Elle se développe chez les historiens de la Seconde Guerre mondiale, naturellement, mais elle se développe aussi chez les historiens de la Première Guerre mondiale. Je dirais même surtout des historiens de la Première Guerre mondiale, comme Annette Becker ou Stéphane Audouin-Rousseau. Mais également, à la même époque, chez les historiens qui travaillent la guerre d'Algérie, comme Benjamin Stora, et puis tous les historiens, naturellement, qui travaillent l'histoire de la Shoah, Annette Vivorka, et tous les travaux qui ont suivi après Annette. Ces problématiques, évidemment, s'étendent aussi à toutes les réflexions autour des autres génocides, comme le génocide arménien, le génocide au Rwanda, etc. Ça peut même toucher également, par exemple, des travaux touchant à la mémoire des attentats terroristes, qui se sont beaucoup développés en France. Et cette attention à ces mémoires traumatiques, eh bien, elle n'est pas tellement le fait des historiens, il faut bien le dire, elle est surtout le fait des sociologues, des anthropologues et des politistes, qui vont totalement renouveler la vision que l'on avait de ce débat. Donc ça serait une première évolution. Et la deuxième évolution, eh bien, ce sont précisément les avancées fondamentales qu'apportent la sociologie, l'anthropologie et les sciences politiques. Pour faire simple, on pourrait dire que cette nouvelle manière de penser les problématiques des mémoires trouve leur origine dans la redécouverte d'un sociologue des années 20, 30, qui s'appelle Maurice Halbwachs, très célèbre sociologue, et dont on s'aperçoit et dont on redécouvre à la fin des années 90 qu'il avait posé dans l'entre-deux-guerres les fondements d'une sociologie de la mémoire. Et Maurice Halbwachs avait effectivement mené une réflexion sur ce qu'on appelle les conformations sociales de la mémoire, dans un fameux ouvrage paru en 1926 qui s'appelle « Les cadres sociaux de la mémoire ». Et la redécouverte de la pensée de Maurice Halbwachs est un moment absolument fondamental. Curieusement, Pierre Nora ne lisait pas tellement Maurice Halbwachs. C'est quand même assez hallucinant, mais c'est comme ça. Alors, la pensée de Maurice Halbwachs, c'est une pensée de l'entre-deux-guerres qui est immédiatement postérieure à la Première Guerre mondiale. Bien entendu, Maurice Halbwachs s'intéressait au problème de la sortie de guerre après 1918 et au problème de la mémoire qui, à cette époque-là, était extrêmement prenante dans la société française. C'était un moment de très intense commémoration. Et son apport intellectuel est fondamental parce qu'en fait, il rend possible le développement d'une étude des mémoires par les sciences humaines et sociales. Pour résumer les propositions de Maurice Halbwachs, je les résumerai à 3 ou 4 idées très très simples, qui sont développées dans, je vous l'ai dit, les cadres sociaux de la mémoire. On cite aussi souvent l'ouvrage fondamental de la mémoire collective de 1950, mais faites attention parce que c'est un ouvrage posthume dans la mesure où Maurice Halbwachs est décédé au camp de Buchenwald en mars 1945. Donc se méfier un petit peu de ce livre qui n'est peut-être pas la traduction totale de la pensée de Maurice Halbwachs et qui a été façonné par sa sœur, qui était une philosophe très très célèbre. Bon, donc peut-être un petit peu de prudence avec cet ouvrage très souvent cité. Moi, je me référais plutôt aux cadres sociaux de la mémoire.
Alors, quelques idées de Maurice Halbwachs, très simples. Alors, première idée, la mémoire est un fait du présent. Donc là, on retrouve une intuition que Pierre Nora a beaucoup développée. Oui, évidemment, la mémoire est un fait du présent. Deuxième intuition qui est très très fondamentale et qui est difficile à comprendre parce qu'elle est contre-intuitive, c'est l'idée que la mémoire est avant tout un fait social collectif avant d'être un fait individuel. Alors ça, c'est vraiment fondamental. Qu'est-ce que veut nous dire Maurice Halbwachs? Il veut nous dire que c'est parce que l'individu est inséré dans un cadre social qu'il a la capacité de se souvenir. Donc il porte, à titre individuel, une mémoire qu'on pourrait appeler une mémoire de groupe, peut-être une mémoire collective. Et cette proposition est contre-intuitive parce que on est tous plus ou moins convaincus de manière un petit peu fausse qu'il y a d'abord la mémoire individuelle et que éventuellement de cette mémoire, de cet agrégat de mémoire individuelle pourrait émerger des mémoires collectives. Ça fonctionne de l'individu vers le collectif. Maurice Halbwachs nous dit non, ça fonctionne dans l'autre sens. Ça va du collectif à l'individuel. Donc c'est assez contre-intuitif. Donc la mémoire collective n'est évidemment pas pensée chez Maurice Halbwachs comme une essence stable qui caractérise l'identité des groupes, mais comme résultant d'une configuration sociale particulière. Alors vous allez me dire, mais d'où vient le fait que moi, comme individu, j'ai le sentiment d'avoir une mémoire propre? Eh bien, Maurice Halbwachs nous dit, mais c'est très simple, parce que vous, en tant qu'individu, vous appartenez à de très nombreux groupes sociaux, donc vous portez toutes ces mémoires collectives en vous, et vous êtes le seul à être à la croisée d'innombrables groupes sociaux dont vous êtes membre. Vous êtes femme, vous êtes française, vous êtes lyonnaise, vous êtes, je ne sais pas, de très nombreux groupes sociaux différents dont vous êtes le seul élément à être à la croisée, d'où le sentiment d'une mémoire singulière. Ça, c'est un apport fondamental qui ouvre évidemment le champ aux sciences humaines et sociales. Et le troisième apport fondamental, alors on l'oublie souvent, mais pour moi personnellement, c'est peut-être aussi le plus important. On le trouve dans un très bel ouvrage de 1941 qui s'appelle La topographie légendaire des évangiles en Terre Sainte. C'est que Maurice Halbwachs a très bien posé, de manière très très intéressante, le rapport intrinsèque entre mémoire et espace, mémoire et territoire. Je ne vais pas beaucoup développer cette idée. On pourrait croire que l'expression lieu de mémoire a repris cette tradition, mais en fait pas du tout, parce qu'on a vu les lieux de mémoire chez Pierre Nora, c'est pas nécessairement territorialisé, spatialisé. Ça peut être, je sais pas, un hymne, un drapeau. Bon. Et donc finalement, cette expression lieu de mémoire est assez gênante parce qu'elle a relativement esquivé la question du rapport de la mémoire et de l'espace qu'avait si bien posé Maurice Halbwachs. Donc désormais, pour les sociologues, les politistes, les anthropologues, les mécanismes, ce qui prime, c'est l'étude des mécanismes de production collective de la mémoire, étant entendu que cette production des mémoires se fait à l'échelle de groupes relativement restreints. Ces gens travaillent à une échelle micro, contrairement à Pierre Nora qui lui voyait des choses à l'échelle macro, construction de la mémoire nationale. Donc, par exemple, les travaux de Marie-Claire Lavabre travaillent sur la mémoire communiste et la manière dont se construit une mémoire communiste entre le militant et le groupe parti communiste. On est à des échelles sociales beaucoup plus réduites et beaucoup plus intéressantes en vérité. Alors, pourquoi je dis que cette œuvre pose la possibilité des études sur la mémoire? Parce qu'en vérité, grâce à cette idée fondamentale que la mémoire est avant tout un fait collectif, eh bien, désormais, on peut donc poser, je dirais, 4 grandes questions qui vont irriguer toutes les études sur la mémoire. La question du qui, la question du comment, du pourquoi et du où. Alors, la question du qui, c'est tous les travaux qui s'efforcent de comprendre qui sont les entrepreneurs de mémoire. Comment ils s'organisent? Qu'est-ce que signifie que cette cause mémorielle, dont on pourrait dire qu'elle est une cause militante? Il s'agit là d'une sociologie de la militance. Comment un groupe singulier parvient-il à imposer à l'ensemble de la communauté sa mémoire, c'est-à-dire sa propre lecture du passé? Donc tous les travaux qui tournent autour, très très nombreux et très très intéressants, qui tournent autour des entreprises et des acteurs de la mémoire, qui portent la mémoire dans la société,
comment ces acteurs s'organisent-ils? La question du comment, eh c'est toutes les études des pratiques commémoratives et des pratiques mémorielles que mènent avant toute chose les anthropologues, naturellement. C'est très très intéressant, la question du comment. Comment on commémore, quels sont les langages, les répertoires commémoratifs que l'on mobilise, comment ces répertoires évoluent-ils, etc. Ça, c'est la question du comment. La question du pourquoi, c'est la question de savoir pourquoi est-ce que certains êtres humains se sentent dans l'obligation de commémorer. C'est quand même un geste bizarre. Mettez-vous dans la place d'un Martien qui débarquerait en France un 11 novembre. Il serait très probablement extrêmement étonné de voir des gens agrégés autour de stèles, au milieu du village. Enfin, que font ces gens? Pourquoi le font-ils? Donc c'est tout, évidemment, tous les travaux que les anthropologues ont menés autour du discours de la dette, et la manière dont la société est pliée à ce devoir de mémoire. Et puis la question du où, c'est la question du rapport entre espace et mémoire, et éventuellement d'une topographie, d'une géographie de la mémoire. Bon, je ne peux pas développer, mais voilà les 4 grandes questions qui sont désormais posées. Alors, il reste toujours cette question que Marie-Claire Lavabre a posée, qui est celle de l'articulation entre la mémoire poids et la mémoire choix. Et Marie-Claire Lavabre élabore au cours des années 90-2000, disons, toute une théorie qui me semble extrêmement importante et qui permet de comprendre la manière dont s'articulent ces deux conceptions de la mémoire qui apparemment étaient si contradictoires. Donc elle maintient évidemment la distinction entre ces deux conceptions. D'un côté, l'ensemble des politiques de mémoire qui sont les instrumentalisations politiques du passé, telles que Pierre Nora les comprenait, et d'autre part, tout ce qui est de l'ordre des mémoires traumatiques, c'est-à-dire des mémoires qui sont fondées sur les souvenirs d'une expérience commune, qu'elle appelle les mémoires communes, précisément. Et la manière dont, à l'échelle de tout petits groupes sociaux, ces souvenirs vont petit à petit s'adapter les uns aux autres pour forger un récit partagé du passé par un lissage, un limage des mémoires individuelles qui s'accordent les unes aux autres pour créer une narration commune à ce groupe. C'est ce qu'elle appelle un processus de réduction chimique des mémoires. Donc il y a bien ces deux grands pôles de la mémoire, et puis ce que Marie-Claire Lavabre nous montre, c'est que d'une part, tout est conflictuel, évidemment. L'instrumentalisation politique du passé, c'est très conflictuel. Évidemment, la formation des mémoires communes, c'est aussi un phénomène extrêmement conflictuel. Et puis, lorsque ces deux mémoires se rencontrent, eh bien, il y a conflit. Et donc, elle travaille beaucoup sur ce contact, sur cette zone de contact entre les politiques de mémoire, je dirais des mémoires qui vont de haut en bas, d'une certaine manière, pour aller vite, et les mémoires sociales qui vont de bas en haut. Et comment ces deux conceptions de la mémoire se rencontrent, et elles se rencontrent évidemment de manière brutale la plupart du temps, et là se dessine tout un champ de conflits, mais aussi de négociations qui peut aboutir éventuellement à la redéfinition consensuelle d'un récit collectif. C'est ce qui s'est passé à l'occasion des procès où on redéfinit notre compréhension de la mémoire de la Seconde Guerre mondiale. Alors, il me reste très peu de temps. Je voudrais maintenant simplement aborder quelques exemples qui visent à vous montrer combien le champ de l'étude des mémoires en SHS est extraordinairement fertile à partir des années 2000 sur ces bases théoriques que j'ai tenté de vous expliquer, et combien, à partir des années 2000, on assiste à un véritable fleurissement avec de très nombreuses approches extrêmement intéressantes qui constituent finalement le champ des études de la mémoire comme un des grands champs intellectuels à l'échelle mondiale extrêmement intéressant. Donc je vais vous citer 5 pistes de travail. Et elles ont peut-être toutes en commun ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que vraiment on est passé des études macro aux études micro. Là, je crois que ça, c'est de toute façon quelque chose qui est commun à toutes les SHS. On s'est concentré sur l'étude de collectifs mémoriaux extrêmement réduits, et on a abandonné un petit peu toutes les problématiques à la Nora sur
la mémoire collective nationale, tout ça, ça n'intéresse à peu près plus personne. Enfin, les hommes politiques, ça les intéresse, mais les SHS, ça ne nous intéresse pas. Alors, première piste de travail, c'est justement tout ce qui concerne l'étude de ces collectifs mémoriaux par le bas. Hein, par le bas. L'expression n'est pas très habile, mais enfin bon, vous comprendrez. Donc, comment naît une revendication mémorielle à l'échelle d'un groupe tout petit et comment ces revendications mémorielles se conjuguent le plus souvent à l'affirmation de nouveaux modes de citoyenneté ou à des formes de contestation des récits hégémoniques. Comment ces revendications mémorielles sont l'expression de nouveaux modes d'action démocratique. Voilà, donc là il y a un premier champ extrêmement vif, extrêmement vivace, pardon. Je sais pas, on pourrait citer les travaux de Sarah Gainsbourger, par exemple, ou de Ismaël Smaoui sur l'étude de ces collectifs mémoriaux et la manière dont ces causes mémorielles naissent à l'intérieur de la société. Ça, c'est une première perspective extrêmement intéressante, menée principalement par les sociologues et les politistes. Deuxième perspective, je vais rapidement, c'est tout ce qui tourne autour de la mémoire comme mode de résolution, tout ce qui tourne autour des problèmes de résolution des conflits mémoriaux. Voilà. On entre là dans une mémoire qui est comprise comme une des technologies de réconciliation, de pacification, de pardon à l'intérieur des sociétés, toutes les problématiques de réparation, des commissions de la vérité, etc. Alors, c'est très intéressant, ça rejoint bien souvent les questions posées par les politistes en transitologie, hein, c'est-à-dire tous les spécialistes du passage de régimes autoritaires à des régimes démocratiques, et la manière comment en démocratie on peut assumer les passés sombres et douloureux des régimes autoritaires qui ont précédé. Là, évidemment, les travaux de Sandrine Lefranc sont absolument incontournables dans ce champ de recherche qui s'est développé à partir des années 2000, hein, puisque votre thèse elle a été publiée en 2001. Troisième perspective très intéressante, c'est tout ce qu'une chercheuse américaine a appelé la post-mémoire, qui est toute la question de la transmission des mémoires. Alors ça, c'est très très intéressant, et en particulier de la transmission des mémoires traumatiques. C'est une question que Marc Bloch avait posée extrêmement tôt, et d'ailleurs il en avait fait la remarque à Maurice Halbwachs dès les années 30, en disant oui, c'est très très intéressant ce que vous dites, mais vous mettez de côté le problème de la transmission des mémoires. Et c'est vrai que Maurice Halbwachs ne s'était pas tellement intéressé à ce problème. C'est le problème de cette distinction qu'une chercheuse allemande qui s'appelle Aleida Assmann a posée entre la distinction entre les mémoires qu'on pourrait dire les mémoires générationnelles, celles qui sont portées par la succession des générations et dont on sait qu'elles sont extrêmement fragiles parce qu'elles finissent par s'effacer au bout de la deuxième ou la troisième génération. Bon, mémoire générationnelle que elle appelle communicationnelle. Et puis, par ailleurs, les mémoires institutionnalisées qui garantissent la pérennité des mémoires collectives. Donc, cette distinction entre les mémoires générationnelles et les mémoires que Aleida Assmann appelle les mémoires culturelles. Donc là, il y a énormément de travaux sur la question de la transmission des mémoires traumatiques de génération en génération et la manière dont ces mémoires peuvent s'institutionnaliser à travers un certain nombre d'institutions comme sont la Maison d'Isieux ou le Centre de la mémoire d'Oradour. Dans cette question des transitions, les anthropologues aussi apportent énormément de réflexions autour de la question des objets transitionnels. Car quand la mémoire vive s'efface par le mouvement des générations, eh bien, ce qu'il reste cristallise en quelque sorte la mémoire. Donc, ce qui reste, c'est des objets, des dessins d'enfants, des ruines. Et la question, évidemment, de ces objets transitionnels est une question très, très importante en anthropologie, mais également en psychologie. Troisième perspective. Quatrième, je vois le temps qui file, donc je vais vite. Quatrième dimension, qui a donné lieu aussi à des travaux peut-être un petit peu plus récents, c'est plutôt à partir des années 2010, mais qui sont aujourd'hui en plein développement, c'est toutes les études qui touchent à la question de la transnationalité des mémoires. Donc, contrairement à Pierre Nora, on dépasse complètement
la question des mémoires dans un cadre national pour étudier bien au contraire les phénomènes de circulation, des circulations internationales ou transnationales. Et on s'aperçoit bien évidemment que les phénomènes mémoriaux sont des phénomènes qui, par essence, sont des phénomènes transnationaux. Même la plus petite commémoration dans un village perdu en France a un écho avec ces circulations transnationales. Alors, qu'est-ce qui circule? Il circule des manières de commémorer. Il y a des travaux très intéressants, par exemple, sur l'histoire de la minute de silence. Des travaux très intéressants qu'ont mené Brigitte Sion sur les muséologies. Comment représente-t-on et comment y a-t-il la représentation à travers les musées, mais également les mémoriaux, les murs des noms, des choses comme cela. Dans ce domaine de la transnationalité, circulation d'experts. Par exemple, les experts en Espagne, les experts en, comment appelle-t-on ça, en médecine légale, hein, de tout ce qui est la révélation des corps exhumés dans les fosses communes. Ça, ce sont des techniques qui ne s'inventent pas. Il y a un flux continu d'experts qui viennent en général d'Amérique latine et qui ont aidé les Espagnols à exhumer leurs fosses. Voilà, circulation d'expertise, de savoir, circulation de notions, comme par exemple la notion de disparu, qui est apparue en Espagne dans les années 2005-2010. Avant, on n'en parle pas, et puis tout d'un coup, on parle des disparus, pour désigner les gens qui sont dans les fosses. D'où vient ce mot? Il vient d'Amérique latine, évidemment. Il vient d'Argentine, il vient du Chili. Voilà, des circulations transnationales, d'expertise, de savoir, de manière de faire. Et puis, bien entendu, dans ce domaine de la transnationalité, la justice. Très intéressante, très importante. En Espagne, par exemple, vous le savez, il n'y a pas de recours judiciaire possible contre les crimes du franquisme. Par contre, des recours ont été posés auprès de la justice argentine. Donc voilà, ces phénomènes de transnationalisation des mémoires sont fondamentaux, ils sont très 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 utilisés. Si dans un premier temps, on mettait plutôt l'accent sur la concurrence des mémoires et la manière dont chacune, en cherchant à conquérir l'espace public, étaient en concurrence les unes par rapport aux autres, c'est plutôt les perspectives développées dans les années 90. Aujourd'hui, on insiste plutôt sur les idées de complémentarité des mémoires qui peuvent être étrangères les unes aux autres, mais qui s'épaulent les unes les autres. Et en particulier, je voulais citer l'œuvre d'un Américain qui s'appelle Michael Rothberg, qui en 2009 a publié un livre qui s'appelle Les mémoires multidirectionnelles, où il montre que les mémoires de l'esclavage ont été épaulées par le paradigme narratif de la Shoah. Et comment, finalement, des mémoires totalement étrangères les unes aux autres, la Shoah d'une part, l'esclavage de l'autre, comment ces mémoires se sont épaulées les unes les autres, et comment la mémoire de l'esclavage a pu trouver, à travers le récit de la Shoah, des formes narratives qui lui permettaient de s'affirmer. C'est ce qu'il appelle les mémoires multidirectionnelles. Et enfin, cinquième dimension, parce que le temps court, qui moi personnellement est la dimension qui m'intéresse le plus, qui est le problème de la question spatiale, hein, toujours. La question spatiale, on parle souvent d'un spatial turn dans les sciences humaines en ce moment. Alors là, c'est par exemple l'œuvre des géographes. Les géographes font des choses très 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 intéressantes. Je pense par exemple aux travaux de Dominique Chevalier à l'Université de Lyon, qui étudie les logiques d'implantation spatiale de la mémoire de la Shoah à différentes échelles. Et qui montre comment la mémoire de la Shoah a circulé dans le monde, l'Europe, puis elle a été américanisée dans les années 80, puis elle revient en Europe de l'Est, puis enfin bon, ça ce sont des choses très 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 intéressantes. Et puis les géographes mènent des travaux très intéressants également sur le tourisme de mémoire, les effets économiques de la mémoire, la notion de paysage de mémoire, qui à Isieux est une notion qui me semble très très intéressante. Donc, pour terminer, vous voyez que les termes du débat dans les années 80 ont fortement évolué. Aujourd'hui, cette opposition entre histoire et mémoire est, je crois, gommée par l'ensemble de ces travaux. De fait, les historiens ne tiennent plus vraiment la vedette. Je crois que ce sont d'autres disciplines qui ont beaucoup avancé. Alors, histoire et mémoire restent deux notions qui sont distinctes, naturellement,
Il ne s'agit pas de les confondre, mais le fait qu'elles soient distinctes ne signifie pas qu'elles soient opposables. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'historiens qui réfléchissent à la manière dont on peut concevoir un lien entre histoire et mémoire. Ce n'est pas facile. Mais ce qui est bien certain, c'est que histoire et mémoire ont au moins un point commun, c'est que ce sont toutes les deux des formes de narration du passé. Ce sont toutes les deux des formes de narration du passé, mais évidemment, ces formes de narration sont distinctes par leur visée. Puisque la narration historique a une visée véridictionnelle, il s'agit d'établir une narration de ce qui s'est réellement passé, alors que les récits de mémoire n'ont rien à faire de la question de la vérité. Les récits de mémoire, eux, ont pour visée de construire un fil, une filiation entre des événements passés, un présent que l'on assume en tant qu'héritier, et un futur, puisqu'il s'agit aussi de transmettre des valeurs morales et politiques aux générations du futur. Donc il s'agit d'une narration qui tire un fil entre passé, présent et futur, hommage aux défunts, reconnaissance d'un héritage dans le présent, transmission de valeurs politiques et morales pour le futur. Vous voyez que la question de la vérité est totalement évacuée des récits de mémoire, et elle est donc impertinente. Ce sont donc des récits qui ont des visées différentes, mais ce sont tout de même tous les deux des récits. Et c'est évidemment un point commun extrêmement important qui peut permettre de penser une éventuelle articulation de l'histoire et de la mémoire. Voilà, je vais m'arrêter là. J'avais encore une partie sur les mémoires et la justice, mais comme vous en êtes des spécialistes, je ne vais pas m'avancer sur ce terrain et je crois que c'est bien suffisant pour aujourd'hui. Si vous avez retenu que le débat a beaucoup évolué dans ces termes, c'est déjà bien, et j'espère que vous aurez aussi retenu l'extraordinaire variété des approches des sciences humaines et sociales dans ce champ qui s'est fortement développé depuis une quarantaine d'années. C'est un champ disciplinaire extrêmement actif désormais, où vous voyez les sciences humaines et sociales communiquent de manière très fluide. On ne peut pas dire qu'il y a une manière historienne ou une manière anthropologique de penser la mémoire. Tout cela évidemment est extrêmement poreux. Et puis c'est aussi un champ extrêmement internationalisé, puisque désormais il ne s'agit pas de réfléchir dans son précaré français, mais de lire toutes sortes d'études sur l'Afrique, sur l'Amérique latine, sur l'Asie, qui nous permettent d'avancer dans nos travaux lorsque l'on est des historiens de l'Europe. Merci de votre attention.